Président du Faso, siège de l'UNESCO à Paris, c'était ce matin. Roch-Marc Christian Kaboré a eu un bref entretien avec la patronne de l'organisation onusienne Irina Bokova. Un entretien suivi d'un autre, cette fois à Matillon, avec le Premier ministre français Manuel Valls. Le point dans un instant. Et puis ce 6 avril marque les 100 jours de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du Burkina. Beaucoup de promesses et d'annonces. Les actions ont-elles suivi? Que retenir? Large tour d'horizon dans ce journal et réaction des citoyens et des partis politiques. Les élèves des écoles techniques dans les rues de Ouagadougou pour réclamer l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage. Ils ont bloqué ce matin la circulation au centre-ville et à l'échangeur de l'Est. Reportage à suivre ainsi que la réaction du ministre de l'Éducation nationale. Il était l'invité du 13h. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président du Faso poursuit sa visite à Paris. Ce matin, Roch-Marc Christian Kaboré était au siège de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La délégation présidentielle s'est ensuite rendue à Matillon pour un entretien avec le Premier ministre français Manuel Valls. Il a une fois de plus été question de la coopération entre les deux pays, Alidou Badini et Jacques Lamissa Tarpaga. Le président du Faso a été accueilli à son arrivée à l'UNESCO par la directrice générale Irina Bokova et son personnel. La visite au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture n'aura duré que quelques instants, mais suffisant pour Roch-Marc Christian Kaboré de s'enquérir de l'état de l'organisation. Irina Bokova s'est réjouie de cette visite d'un des membres du patrimoine mondial de l'humanité avec les ruines de l'Europénie. Après les échanges, la délégation s'est ensuite rendue à Matignon. Là, c'est le Premier ministre français Manuel Valls qui reçoit le président du Faso. Les deux personnalités ont discuté une fois de plus de la coopération entre nos deux pays. Le 29 décembre 2015, Roch-Marc Christian Kaboré était investi président du Faso. Cela fait exactement 100 jours. Aussitôt après son investiture, le président a annoncé ses grands chantiers pour répondre aux nombreuses attentes des Burkinabés. Premier grand défi, la réconciliation nationale et l'enracinement de la démocratie. Où en est-on 100 jours après? Le point avec Yarkiteda. L'une des préoccupations majeures inscrites au rang des priorités est sans conteste le processus de réconciliation nationale. À son investiture, Roch-Marc Christian Kaboré s'engageait à réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes. 100 jours après, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que le processus est en marche avec l'installation du Haut Conseil pour la réconciliation nationale. Fort de 21 membres, le Haut Conseil, avec à sa tête Benoît Cambou, va passer en revue près de 5000 dossiers avec pour but aboutir à un dialogue social avec tous les Burkinabés. La sécurisation et la défense du territoire national restent et demeurent l'autre gros défi à relever selon le président Kaboré. Les menaces terroristes doivent désormais être prises en compte dans les habitudes, avertit-il. C'est pourquoi les coins sensibles du pays font l'objet d'une vigilance accrue. Nonobstant ces dispositifs, le Burkina Faso va être attaqué par les terroristes le 15 janvier dernier en plein cœur de la capitale Ouagadougou et à Inabao dans le Sahel. Frappé dans son amour-propre, le Burkina Faso met sur pied l'Agence nationale de renseignement dirigée par le colonel François Ouédraogo. La justice, gangrène de la cohésion sociale et de la démocratie burkinabé, bénéficie d'une attention particulière du pouvoir Kaboré. C'est pourquoi il dit bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice, tout en veillant au rétablissement de l'autorité de l'État. La machine semble se poser doucement sur les rails avec le signal donné à Fada dans l'affaire dite des Kogleweogo où la justice est restée ferme. Cette même justice peut se satisfaire de l'aboutissement de la plateforme revendicative des syndicats des magistrats. Le Front social piétine toujours et les syndicats grognent, mais le moins que l'on puisse dire, il y a une avancée avec déjà la volonté de la mise en œuvre de la loi 081 et la disposition du gouvernement à ouvrir un dialogue avec ses partenaires sociaux. Au plan des réformes, tous les sillons sont tracés, la 5e République est en vue. Une commission constitutionnelle est annoncée, car pour Roch-Marc Christian Kaboré, la 4e République a vécu et doit faire place à une 5e pour consolider les acquis démocratiques.
Roch-Marc Christian Kaboré a fait également de la relance économique une grande priorité. Les actions ont-elles suivi les paroles? La réponse dans ce reportage de Drissa Seré. Attentat du 15 janvier 2016, contexte économique difficile, impasse budgétaire, le président Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé au pouvoir dans les conditions que tout le monde sait. Durant ces 100 premiers jours, le gouvernement a néanmoins pris des mesures pour relancer l'économie et impulser le développement économique, des mesures diversement appréciées. Le gouvernement a adopté une loi de finances rectificative 2016 qu'il vient de déposer devant l'Assemblée nationale pour adoption. Un budget de 1 900 milliards de francs CFA en dépenses. Pour le président du Faso, le gouvernement actuel a hérité d'un budget élaboré par le gouvernement de transition. Il fallait donc procéder à des réajustements pour prendre en compte les priorités du nouveau gouvernement. On a la réduction du train de vie de l'État avec la rationalisation des missions, la réduction des charges de fonctionnement eau, électricité, carburant, la rationalisation des nouveaux investissements comme l'acquisition de nouveaux véhicules et la suppression de certains baux administratifs. À ce niveau, la question que le citoyen lambda se pose est aussi objective que préoccupante. La nomination de secrétaires généraux adjoints dans les différents ministères envisagés par le gouvernement, pour qui sait combien coûte un secrétaire général, ne viendra-t-il pas saper les efforts de réduction des trains de vie de l'État? Dans ce budget, une ligne de crédit a été dégagée pour soutenir la filière coton. Cela est de bonne guerre lorsqu'on sait que le coton, socle de l'agriculture burkinabé, est le deuxième produit d'exportation après l'or et constitue l'un des principaux secteurs pourvoyeurs d'emplois. Il emploie de 2 à 3 millions de personnes et payer le coton à un prix rémunérateur permet de soutenir un pan important de l'économie. D'ailleurs, cela a toujours été l'une des revendications des producteurs de coton. Dans son programme, le président du Faso promettait également de consacrer les 100 premiers jours à la jeunesse. Les jeunes burkinabés en proie au chômage. Quelques grandes décisions ont été prises pour joindre l'acte à la parole, commentaires et analyse de ces différentes mesures avec Drissa Seré. Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures sociales pour atténuer la souffrance des populations et relancer l'activité économique. Dans le domaine de la santé, des subventions sont accordées aux services de santé pour prendre en charge gratuitement certains soins pour les femmes et les enfants. Dans l'éducation, 4 200 professionnels seront recrutés. 9 500 agents de voirie seront recrutés pour l'entretien routier. 16 000 agents communautaires viendront en soutien aux agents de santé. 150 spécialistes en médecine seront formés. Dans le cadre du programme socio-économique d'urgence de la transition, certains projets avaient été lancés. Le gouvernement s'engage à achever les chantiers en souffrance. Dans le domaine de l'accès à l'eau, le gouvernement a adopté un programme d'urgence eau-assainissement. 1100 forages seront réalisés dans ce cadre. Le Burkina se compose aujourd'hui d'une population en majorité jeune. Plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Actrice principale de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, cette partie de la population attend beaucoup du nouveau gouvernement. Des mesures fortes en faveur des jeunes et des femmes, des mesures vigoureuses de relance économique. Considérant les nouvelles mesures en deçà de leurs attentes, les partenaires sociaux, syndicats, étudiants, associations de jeunesse s'interroge sur l'impact et la pertinence de ces nouvelles mesures. Pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, l'année 2016 est une année de mise en route. Le gouvernement a hérité d'un budget qui n'est pas le sien. Il faut plutôt tabler sur l'année 2017. C'est en ce moment que le gouvernement sera véritablement dans son budget et pourra déployer sa politique sur le terrain. Une logique qui se défend lorsqu'on sait qu'en 100 jours, il est effectivement difficile de réaliser des projets dont les résultats sont immédiatement palpables. Dans le domaine de la santé, 2 faits majeurs retiennent l'attention au cours des 100 premiers jours du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'agit de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, mais aussi sa visite sur le chantier de l'hôpital du secteur 30, tour d'horizon des actions dans le domaine de la santé avec Zalissa Sanfo. Amélioration de l'offre et de la qualité sanitaire. Il avait promis, 100 jours après, que retenir. Les prémices de cette promesse commencent un jour de 2 mars. À l'issue du Conseil des ministres, c'est le porte-parole du gouvernement qui l'annonce. Gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Il s'agit notamment de la gratuité de la césarienne, de la gratuité des accouchements, de la gratuité des urgences chez les enfants de moins de 5 ans
et de la gratuité du dépistage pour les cancers de la femme, à savoir ceux du col de l'utérus et du cancer du sein. 2 avril, date d'entrée en vigueur de cette promesse. Constat fait par une équipe de la RTB, la machine est en marche, mais avec des difficultés d'un coup d'essai. Pour ces 100 jours, seulement 3 régions ont la chance d'expérimenter cette mesure. Le centre, les Hauts-Bassins et le Sahel. Les 10 autres devront attendre 2 mois plus tard. Autre fait majeur de ces 100 jours de Roch Marc Christian Kaboré à la tête du pays des hommes intègres. C'est sa visite à l'hôpital du secteur 30 pour donner un coup d'accélérateur aux travaux. Vous avez dit santé, vous avez dit priorité du gouvernement Tiba. Tant les promesses en la matière sont grandes. Alors, la mise en œuvre prendra certainement du temps. Le temps d'un quinquennat. Donc, patience. Et que pensent les partis politiques de ces 100 jours du président du Faso? L'une de nos équipes a fait le tour des états-majors pour recueillir les avis. Et comme vous allez le voir, les points de vue divergent selon que l'on soit de l'opposition et de la majorité, mais chacun a ses arguments. Issa Kafando, Paul David Bambara et Ini Janine Kambire. En ce qui concerne les 100 jours au pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré, le CDP marque une insatisfaction. Pour lui, il y a une somme d'intentions qui se dégage, mais reste en attente d'être véritablement mise en œuvre. Pour nous, nous attendions à ce que les camarades incarcérés, ces prisonniers politiques-là, soient purement et simplement libérés pour que la justice républicaine puisse jouer pleinement son rôle régalien. L'UPC tire un bilan un peu mitigé des 100 jours du chef de l'État. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Et 100 jours après, nous dirons que c'est le statu quo. C'est l'inertie, c'est un tâtonnement à la limite. Il n'y a rien qui profile à l'horizon pour nous dire voilà, c'est dans telle direction nous allons aller. Et avec les questions sécuritaires que vous connaissez, il y a beaucoup de secteurs, notamment la jeunesse, qui a été laissée pour compte. Cette jeunesse qui attendait beaucoup de ce pouvoir. Pour le MPP, le président Kaboré a démontré qu'en 100 jours, on peut réaliser beaucoup d'actions. Il a commencé par jeter les bases d'une réconciliation nationale avec la mise en place du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Il faut qu'on arrive à la réconciliation en passant par la justice et en passant par la vérité. Voilà. Et ça, c'est important. Le deuxième point et la deuxième chose qui a été mise en place, c'est la commission constitutionnelle qui a 2 mois, 60 jours, pour présenter une nouvelle constitution à la sanction du peuple. Et ça, c'est important. Sur le plan économique, il a dit à Bogo-Dioulasso, on s'est attaqué immédiatement au secteur de la santé, de l'éducation, au secteur de l'eau. Et ça, c'est extrêmement important que l'on puisse mettre en place dès le début les éléments, les instruments qui permettent effectivement de mettre en œuvre le programme présidentiel. Le MPP reconnaît qu'en attendant 2017, pour mettre véritablement en marche son programme présidentiel, l'essentiel était de tracer les principaux axes sur lesquels le Burkina devrait s'engager pour amorcer son développement. Le CDP et l'UPC, en tant que parti d'opposition, interpellent le gouvernement à opérer un recadrage pour réussir le pari du développement. À présent, un tour dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour recueillir les avis des citoyens. Si pour certains, il est trop tôt pour juger, d'autres par contre sortent déjà les premiers enseignements et portent leur jugement. Suivez plutôt ce micro-tourtoir réalisé à Ouagadougou par Adama Guiti et Mounira Kéré et à Bobo par Karim Ilboudo et Carole Tougma. Les 100 jours, bon, par rapport à ce qu'ils ont dit pendant les campagnes, on constate que c'est pas... En fait, ils ne réalisent pas ce qu'ils ont dit, quoi. Donc, selon moi, je peux dire, c'est-à-dire ils sont en déphasage de ce qu'ils ont dit lors de leur campagne. Concernant nous, les étudiants, on peut dire que nous ont délaissés. Ils ne parlent même pas de nous. On va bien voir, même lui-même, il n'est pas encore bien installé. 100 jours, on n'a rien vu de concret. Mais on ne peut pas l'accuser parce que c'est trop peu pour devoir dire quelque chose. Voilà. Vu ce qu'ils sont en train de faire, on sent qu'ils sont en train d'essayer de nous prouver
de réaliser ce qu'ils ont promis. Bon, on espère que ça ira comme ça, bon, que tout ira bien. Pour l'instant, en tout cas, moi je ne vois rien. Je vois absolument rien. Entre nous-mêmes, les populations, là, on faut se calme. Et puis on laisse le temps à Ross. Il va faire son travail. Ce n'est pas une étranger, ce n'est pas sa première fois. Il est dans le gouvernement, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc c'est ce qu'il peut faire. Les promesses qu'il a fait là, je suis sûr qu'il va tenir ça. Ils sont sur la bonne voie. Alors il faudra vraiment un travail de conscientisation de la population afin que la population soit au courant des changements qu'ils sont en train d'opérer. Ça va, mais ça ne va pas. Nous, on voulait qu'on diminue le prix de la nourriture, par exemple le riz, le mil, bon, c'est qu'on mange d'habitude, quoi. Là, ça allait être bien. Il n'y a pas trop d'actes qui ont été posés, donc on ne peut pas. Nous sommes toujours à l'étape des promesses. Voilà, des promesses, des déclarations d'intention. Mais concrètement, je ne vois rien. Quand on dit de changer, c'est changer. Si c'est continuer de bien, on le supporte. Mais si c'est continuer de mal, tout le monde va voir que c'est mal. Sinon, pour le moment, c'est propre, parce qu'on ne peut pas changer tout de suite, et puis c'est bien tout de suite. Et puis ça va prendre du temps avant que ça aille bien. Voilà pour cette large page consacrée aux 100 jours du président du Faso. Et puis à présent, ce mouvement d'humeur des élèves des écoles d'enseignement technique dans les rues de Ouagadougou ce matin, ils réclament des meilleures conditions d'études et d'apprentissage dans leurs établissements. Ils ont bloqué pendant un moment la circulation au rond-point des Nations Unies et à l'échangeur de l'Est pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Mokhtar Ouedraogo et Nathalie Sawadogo. Ce mouvement d'humeur, selon le coordonnateur de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, concerne les élèves des établissements techniques de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou, mais aussi de Gawa. Ils sont sortis pour réclamer la satisfaction des points de leur plateforme revendicative. Ou plutôt les questions essentielles concernent la matière d'œuvre. La matière d'œuvre dans les établissements d'enseignement technique. Il y a également la question des laboratoires dans les différents établissements. Il y a aussi la question des bibliothèques qui ne sont pas bien équipées ou que les documents sont dépassés. Et selon les élèves, différentes démarches sont demeurées sans résultat. Le jeudi 25 pour discuter avec lui, mais ça n'a été que du dilatoire. Il nous a fait tourner. Je rappelle que la rencontre a eu lieu de 13h30 à 20h30. Il tourne. À la fin pour dire que non, l'État n'a pas les moyens pour réaliser ça. Les élèves menacent de prendre en otage les moyens roulants du gouvernement si rien n'est fait pour améliorer leurs conditions d'apprentissage. Réaction du ministre de l'Éducation nationale sur le plateau du journal de 13h15. Jean-Martin Koulibaly rassure les élèves, tout est mis en œuvre pour régler au plus vite les problèmes. Le 29, lorsque je les ai reçus, le 29 le matin, nous avions déjà pris certaines mesures par rapport à la question des matières d'œuvre. Nous avions libellé des chèques à la destination des différents établissements où il n'y avait encore eu aucune livraison de matières d'œuvre pour permettre donc l'acquisition diligente de cette matière d'œuvre-là. Alors, pourquoi on est dans cette situation? Vous savez que la dépense publique obéit quand même à un certain nombre de procédures. Ce n'est pas comme vous et moi, je prends dans ma poche et je tourne dans les magasins et quand je suis satisfait, je prends et je pars. Il y a une réglementation à laquelle nous devons obéir et même si cette réglementation, aujourd'hui, le gouvernement la trouve peu satisfaisante, le gouvernement actuel s'est engagé à réformer ces procédures-là, mais en attendant, ce sont ces procédures que ce gouvernement est venu trouver qui sont applicables. J'ai dit, pour la question spécifique de la matière d'œuvre, c'est une question de jour. D'ici lundi ou mardi, au plus tard, ça sera réglé. Ils verront que dès que les contrats seront visés, les entreprises concernées vont commencer à livrer la matière d'œuvre. Voilà donc pour cette manifestation des élèves. L'Observatoire national des faits religieux tient sa première session de l'année à Kombisiri. Dans le contexte actuel, sa contribution est très attendue pour consolider la paix sociale. C'est donc l'occasion de tracer la feuille de route pour l'année 2016. Roger Kam et Nathalie Sawadogo.
Après un an d'exercice, le bilan des activités menées par l'Observatoire national des faits religieux, l'ONAFAR, est jugé mitigé. Et ce du fait du contexte sociopolitique qu'a connu le Burkina Faso. Mais des actions positives ont été enregistrées. Nous avons collaboré avec certaines communautés religieuses, des structures de dialogue interreligieux à l'élaboration de plans et même aussi on a travaillé à la rédaction de l'avant-projet de loi sur les libertés religieuses. Ça aussi, c'est à l'actif aussi de l'ONAFAR. Et chaque fois que nous avons été invités à participer à des rencontres communautaires, nous l'avons fait également. Il s'agit ici de faire le point des actions menées en 2015, mais surtout apporter des éclairages innovants à travers l'élaboration d'un programme. Question de consolider la tolérance et la paix religieuse au Burkina Faso. Il est fréquent d'entendre ça et là qu'il y a des frictions entre les adeptes de diverses religions. Il est vrai, nous avons la chance de ne pas connaître ces frictions et cela est à l'honneur de tous les leaders religieux dans notre pays. Cependant, il faut toujours être anticipatif. C'est pour cette raison que l'Observatoire a été mis en place pour faire donc ces réflexions. Et en tout cas, au niveau du gouvernement, nous l'encourageons à poursuivre sa mission. Pour la réalisation du nouveau programme 2016, l'ONAFAR compte sur l'accompagnement du gouvernement burkinabé et des partenaires. Séance tenante, l'ONG Diaconia a ici exprimé son engagement à soutenir cette structure de promotion du dialogue interreligieux. La coopération suisse qui délie les cordons de la bourse pour soutenir le Burkina, environ 2,5 milliards de francs CFA destinés au financement de 2 projets de développement, notamment dans le domaine de la culture. Les accords ont été signés hier. Mokhtar Ouedraogo et Solange Guigma. Cette signature de convention entre la Confédération helvétique et le Burkina Faso met à la disposition du gouvernement burkinabé la somme de 2,480 milliards de francs CFA pour le financement de 2 projets. Il s'agit du programme d'appui au secteur de la culture PASEC à hauteur de 1,24 milliard de francs CFA. L'objectif est de consolider la démocratie au Burkina. Nous pensons que les acteurs culturels sont des acteurs importants de la démocratie. Ils permettent de générer des connaissances, de générer des débats. Ils interpellent également les autorités sur la vie du pays. Donc c'est vraiment un secteur qui est extrêmement riche au Burkina Faso, extrêmement vivant, mais bien entendu, il y a des problèmes économiques. Et un des défis de ce programme, c'est d'essayer de structurer l'offre culturelle de manière à ce que le secteur privé de la culture puisse affronter l'avenir de façon durable. Démarré en 2015, le PASEC poursuit une meilleure organisation de l'offre des biens et services culturels et un renforcement des capacités des opérateurs de la culture. C'est une contribution importante à 4 opérateurs culturels et également une contribution pour le Fonds de développement culturel et touristique qui a été adopté l'année dernière. Et donc, cela va être utilisé conformément à ce qui est prévu dans les différents accords. Le second projet est relatif au programme Crédit Global du Bureau de la coopération suisse au Burkina, phase 9, qui sera financé à hauteur de 1,24 milliard de francs CFA. La mise en œuvre de ce projet permettra d'apporter une contribution financière à des actions spécifiques et ponctuelles qui ne figurent pas dans les secteurs d'intervention de la coopération suisse. Un débat sur le commerce du bétail à Gawa, il est initié par le projet d'appui à la résilience des systèmes agro-pastoraux en Afrique de l'Ouest. Tous les acteurs de la filière sont là. Les points clés au centre des échanges, la production, la mise sur le marché et surtout la mobilité transfrontalière du cheptel. Justin Karambiri, Issia Kanana. La région du Sud-Ouest est réputée comme l'une des grandes régions d'élevage du Burkina Faso. Cependant, de nombreuses contraintes entravent son développement. D'où la nécessité pour les acteurs de mieux s'organiser pour mettre en place des organisations plus professionnelles. C'est l'une des régions qui, d'abord, ne dispose pas d'infrastructures marchandes aménagées. Les quais d'embarquement n'existent pas ou existent très peu.
Donc vous voyez, si on prend les 4 provinces de la région, dans aucune des provinces il y a un marché de bétail aménagé. Donc l'objectif du PARSAO, c'est de pouvoir accompagner donc la région à mettre en place un marché structuré. Le projet d'appui à la résilience des systèmes agro-pastoraux en Afrique de l'Ouest, PARSAO, veut par cet atelier répondre à cette nécessité avec pour objectif global de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des agro-pasteurs et au développement économique durable de l'élevage. Dans un premier temps, il s'agit de voir comment les animaux sont produits. La deuxième étape consistera à dire comment les animaux produits sélectionnés vont quitter donc de leur lieu de production jusqu'au marché terminal. Et en troisième lieu, on a sélectionné un certain nombre d'enjeux qui sont liés justement au commerce du bétail, qui vont se poser à nous dans les 20-30 années à venir et débattre avec les différents acteurs qui sont dans la salle, donc qui sont invités de ces enjeux-là. Mis en œuvre depuis juillet 2015, le PARSAO envisage de renforcer la résilience de 5000 ménages en facilitant la mobilité de leur bétail entre pays sahéliens et côtiers, en leur fournissant des services de base pour la production et la mise en marché à travers un territoire transfrontalier sous-régional. Actualité hors de chez nous à présent, c'est un revers pour la procureure de la Cour pénale internationale. Faute de preuves, les juges de la CPI ont dû abandonner les poursuites contre le vice-président kenyan William Ruto. Au Kenya, ses partisans sont aussitôt descendus dans les rues pour laisser éclater leur joie. William Ruto était poursuivi entre autres pour meurtre après les violences post-électorales de 2007 qui avaient fait plus de 1300 morts. Les juges de la Cour pénale internationale ont décidé d'abandonner les poursuites contre le vice-président kényan William Ruto, ici à l'image. Un revers de taille pour la procureure, après des procédures marquées par des subornations présumées de témoins. Dans son fief au Kenya, ses partisans en liesse sont aussitôt descendus dans la rue. Avant d'accuser William Ruto, la procureure avait dû renoncer à accuser le président Uhuru Kenyatta, faute de preuves suffisantes. Celui-ci s'est d'ailleurs félicité de l'abandon des poursuites contre son vice-président, évoquant, je cite, « un point final à un cauchemar pour ma nation ». William Ruto et un présentateur de radio étaient poursuivis pour meurtre, persécution et déportation. La décision d'aujourd'hui signifie vraiment qu'à ce stade, les victimes des violences post-électorales qui se sont déroulées au Kenya en 2007 et 2008, celles qui ont été déplacées, qui ont fui leur maison, cela signifie qu'on les laisse sans espoir de justice, affirme cette représentante de Human Rights Watch. En 2007, le président sortant est déclaré vainqueur alors que les partisans de son opposant dénoncent des fraudes massives. Cette contestation dégénère en violence et les partisans des deux hommes s'entretuent, faisant plus de 1300 morts et 600 000 déplacés, d'après l'accusation de la CPI. La revue de presse des quotidiens. Pour finir, la plupart des journaux s'attardent aujourd'hui sur la visite du président du Faso en France. Toubou Méveline Dabiré. Séjour du président du Faso en France. Roch Marc Christian Kaboré a été reçu à l'Élysée, titre sur Roya. Il s'est entretenu avec son homologue français François Hollande et plus de 30 minutes d'entretien ont permis aux deux d'aborder des sujets divers, poursuit ce journal. Des sujets de discussion précisés dans Aujourd'hui au Faso qui écrit « Économie et sécurité ont dicté cet agenda ». Pour ce quotidien qui rapporte les propos du président du Faso, la sécurité est désormais au cœur de toute perspective de développement, car démocratie s'accommode mal avec terrorisme. Et par rapport à la visite du président du Faso en France, certains quotidiens comme Le Pays rapportent le mécontentement du Moser qui, dans une déclaration, se dit remonter que le président du Faso ait été accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur de France au Burkina, un acte qu'il considère comme un manque de courtoisie. Un comité d'accueil qui a surpris et indigné de nombreux internautes burkinabés qui n'ont pas compris que François Hollande ou au moins un de ses ministres ne se soit pas déplacé à l'aéroport pour souhaiter la bienvenue au président burkinabé, explique le journal Le Quotidien. DNF interroge alors, la France et le Burkina pourront-ils un jour traiter d'égal à égal? Autre sujet analysé par les parutions de ce jour, la gratuité des soins chez l'enfant de moins de 5 ans et chez la mère. Notre temps salue cette décision gouvernementale, énumère les pathologies concernées par la gratuité, mais interroge, dans un état où les caisses sont vides, a-t-on prévu suffisamment de stocks de médicaments pour la prise en charge des différentes pathologies? Le gouvernement doit donc travailler à éviter le syndrome de la fausse gratuité et des ruptures de stock, conclut ce quotidien.
Fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.